Il entra dans son restaurant, les chaussures couvertes de boue, sans nom, et le regard affolé. Elle lui offrit un sandwich, un sourire et une place assise. Ce qu'elle ignorait, c'est que le garçon qu'elle nourrissait était l'héritier disparu d'un empire de plusieurs milliards de dollars, et que son simple geste de bonté allait dévoiler des secrets, rendre justice et changer leur vie à jamais. Bonjour à tous, bienvenue sur Histoire Vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre aide. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La pluie glissait sur les rues comme du verre, transformant la soirée en une palette de gris chatoyant. Les voitures sifflaient devant les vitres embuées du Maple Dîner, leurs phares étincelant sur les vitres embuées. À l'intérieur, l'odeur du bacon frit, du café frais et du pain chaud emplissait l'air, réconfortante et familière. Les habitués, penchés sur leurs assiettes, faisaient teinter leurs fourchettes et leurs chopes, murmurant leur rituel de fin de journée. Emma essuya le comptoir d'une main fatiguée, l'autre tordant un torchon. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, 18h42. Son service traînait en longueur et ses pieds lui faisaient mal, mais elle afficha un léger sourire en se retournant pour saluer un client. C'est alors qu'elle le vit. Devant la fenêtre, juste derrière le panneau lumineux, ouvert, se tenait un petit garçon. Il ne devait pas avoir plus de 8 ans. Son visage était fatigué, trempé par la pluie. Ses vêtements pendaient bizarrement, plus sales et humides que de tissu maintenant. Mais ce furent ses yeux écarquillés et vitreux qui la captèrent. Emma contourna le comptoir et poussa la porte. Une bouffée d'air froid l'enveloppa comme un fantôme. « Dis donc, mon cœur » appela-t-elle doucement, accroupie juste devant la porte. « Ça va ?» Le garçon resta silencieux. Il regarda par-dessus son épaule, comme pour s'assurer que personne ne l'avait suivi, puis s'avança lentement. Ses chaussures ruisselaient d'eau lorsqu'il entra. Les autres convives se mirent à s'interroger, mais Emma leva légèrement la main et ils retournèrent à leur repas. « Viens t'asseoir » dit-elle en le guidant vers une banquette dans un coin. « Tu dois avoir froid. » Il s'assit, raide, ses petites mains agrippant le bord de la table, comme s'il allait s'envoler. Emma prit une serviette à l'arrière et l'enroula autour de ses épaules. « Je peux te servir quelque chose de chaud? Un chocolat chaud? Une soupe, peut-être ?» Il hocha la tête sans un mot. Emma ne posa pas de questions. Elle n'appela pas la police. Quelque chose dans le silence du garçon, dans son regard vigilant, la prévint qu'appuyer trop fort ne ferait que l'effrayer. Au lieu de cela, elle s'avança avec une efficacité discrète, revenant quelques minutes plus tard avec une tasse de chocolat chaud fumant, garnie d'une guimauve et d'un sandwich au fromage grillé, doré et croustillant. Il mangea d'abord lentement, presque avec méfiance. Puis, la faim grandissante, il dévora son repas comme s'il allait le faire disparaître d'un simple clignement des yeux. Elle s'assit en face de lui, sirotant son café. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle doucement. Le garçon marqua une pause, la mâchoire crispée. « Je ne me souviens pas, » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Look her dit Emma S.E. Sarah. » C'était un mensonge, elle le savait, mais il n'était pas malveillant. C'était le genre de mensonge que les enfants racontent quand la vérité est trop lourde à porter. « D'accord, » dit-elle doucement. « On verra ça plus tard. Pour l'instant, si je t'appelais mon pote ?» Le garçon hocha légèrement la tête. Le reste de la soirée, il resta là, dans le box du coin, à regarder la pluie ruisseler sur les vitres. Emma le surveillait entre les réapprovisionnements et les tâches de fermeture. Il ne redemanda rien et ne dit plus rien. Quand le restaurant fut vide vers 22 heures, elle lui apporta une part de tarte. « Impossible de dormir le ventre vide, » dit-elle avec un clin d'œil. Il lui prit la fourchette des mains et murmura « Merci ». Au moment de fermer, Emma hésita. Elle regarda autour d'elle, incertaine de ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait pas le laisser dehors dans le froid, mais elle n'avait pas non plus les moyens de le ramener chez elle. Le garçon sentit son inquiétude. Il quitta la cabine avant qu'elle puisse parler. « Ça ira, » dit-il. « Où vas-tu aller » Il regarda la porte, puis la regarda de nouveau. « Je reviendrai demain, si ça te va. » Emma s'agenouilla devant lui, son regard scrutant son petit visage pâle. « Demain, la table c'était à toi. » Le garçon esquissa un sourire timide, une lueur de chaleur dans son expression par ailleurs hantée, et s'éclipsa dans la nuit. Emma le regarda disparaître dans la rue brumeuse, la main pressée contre la vitre.
Elle ignorait son nom, son histoire, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que ce garçon portait une douleur bien plus grande qu'il ne pouvait l'expliquer, et quelque chose au fond de son cœur lui disait qu'elle le reverrait un jour. La pièce était baignée de lumière dorée et chaleureuse, les rires résonnant sur les hauts plafonds et les sols en marbre. Le domaine Sterling était vivant ce soir-là, éclatant de célébration, fier de sa présence. Hommes en smoking et femmes en longue robe déambulaient dans les couloirs, sirotant du champagne et échangeant de charmants sourires. Au centre de l'attention se tenait Jonathan Sterling, un homme dont la présence semblait imposer la salle sans élever la voix. Grand, élégant et réfléchi, Jonathan était à la fois visionnaire et humanitaire. À côté de lui, sa femme Helena rayonnait de grâce, sa main posée délicatement sur son bras. Entre eux, se tenant la main, se tenait un petit garçon aux yeux écarquillés, vêtu d'un costume bleu marine parfaitement coupé, Alexandre. « On a presque fini ?» chuchota Alexandre en tirant sur le manteau de son père. Jonathan rit doucement en s'agenouillant à sa hauteur. « Presque, champion. Un dernier toast, et nous rentrons à la maison. Promis. » Helena se pencha et caressa la tête de son fils. « Ensuite, nous lirons ton nouveau livre avant d'aller au lit, celui avec le chevalier et le dragon. » Alexandre sourit, les joues creusées de fossettes. « D'accord, mais cette fois, pas de saut de page, maman. Pas de saut de page, dit-elle avec un clin d'œil. L'honneur de scout. Mais cette histoire du soir n'arriverait jamais. Quelques heures plus tard, la famille Sterling quittait le gala et montait dans son SUV blindé sous un ciel sans lune. L'air nocturne était devenu immobile, presque trop calme. Alexandre, somnole à cause de l'heure tardive, se blottit entre ses parents sur la banquette arrière. Leur convoi roula sur la route tranquille, bordée de grands arbres et de sentiers sinueux. « Dors, Alex » murmura Jonathan en l'entourant de son bras. « On sera bientôt à la maison. » Et puis c'est arrivé. Un bruit soudain, puis un autre. Brusque et violent. Les pneus avant du véhicule de tête ont explosé, le faisant dévier et s'écraser dans le fossé. Des cris ont retenti dans les radios. Le conducteur a freiné brusquement. Des coups de feu résonnèrent dans la nuit comme une grêle. « Embuscade !» cria l'un des gardes. « Faites-les sortir tout de suite. » L'instinct de Jonathan se réveilla aussitôt. Il détacha Alexander et serra le garçon contre lui. Helena lui serra le bras, la panique lui montant à la gorge. « Allez-y !» hurla un garde, déjà ensanglanté à l'épaule. « Allez-y, maintenant !» Les balles continuaient de pleuvoir. Jonathan regarda sa femme, terrifié, fort. Il l'embrassa une fois, puis poussa la porte et s'enfuit dans les bois, portant Alexandre dans ses bras. Derrière lui, des cris, des hurlements et des coups de feu résonnèrent. Les arbres défilaient flous tandis qu'ils couraient plus vite que jamais. Ses poumons brûlaient. Ils avaient tout prévu. Qui qu'il soit, ils connaissaient l'itinéraire et le timing. Ce n'était pas un vol. C'était une exécution. Il pouvait à peine respirer lorsqu'il aperçut une vieille bûche creuse nichée entre les racines d'un chêne centenaire. Il s'accroupit, le regard hagard, et se tourna vers son fils. « Alex, écoute-moi. Cache-toi ici. Reste tranquille. Ne sors que si c'est moi ou Monsieur Harrington. Tu comprends ?» Les yeux d'Alexandre étaient écarquillés de peur. Mais pas le temps. La voix de Jonathan S. brissa. « Tu es fort. Tu es courageux. Tu es tout ce que j'avais espéré que tu sois. Reste en vie, Alex. S'il te plaît. » Il embrassa son fils sur le front, le poussa doucement contre la bûche et se retourna vers le chaos. Quelques minutes plus tard, Alexandre entendit les derniers coups de feu, puis le silence. Il ne savait pas combien de temps il était resté caché. Le bois craquait. Le vent hurlait. Son corps tremblait de froid et de peur. Il serra ses genoux et enfouit son visage dans le vide. Il ne pleurait pas. Il ne pouvait pas. Chaque bruit lui semblait une menace. Il attendait le retour de son père. Il ne revint jamais. Au petit matin, les oiseaux chantaient comme si de rien n'était. Le garçon rampa hors du rondin, pâle et engourdi, ne sachant où aller. Le monde avait basculé sous ses pieds. La sécurité et la chaleur du domaine avaient disparu. Les mains fortes de son père, disparues. Les douces berceuses de sa mère, disparues. Il ne restait plus qu'un souvenir et le poids terrifiant du silence. Il marcha des heures, des kilomètres, à travers bois, routes, boue et ciel. Son costume était déchiré, ses chaussures cirées couvertes de terre. Il n'avait pas encore faim. Rien qu'un engourdissement. Rien que des ombres. Lorsqu'il aperçut les lumières d'une petite ville clignoter au loin, il les suivit.
Et puis il l'a vue. La douce lueur d'une enseigne de restaurant à travers la brume. Maple Diner. Le nom ne lui disait rien, mais l'odeur. Cette odeur. Ça sentait la nourriture. Comme une chaleur. Comme quelque chose qui n'avait pas encore été emporté. Il s'approcha, le cœur battant. À l'intérieur, une femme se tenait derrière le comptoir, fredonnant doucement. Elle se retourna et leurs regards se croisèrent. Le garçon hésita, puis s'avança. Le soleil était bas dans le ciel, projetant une teinte dorée sur la petite ville, où des nuages de fin d'après-midi flottaient comme des esprits paresseux au-dessus du trottoir. À l'intérieur du Maple Diner, le bourdonnement régulier des conversations se mêlait au léger tintement des couverts et au léger bourdonnement du vieux jukebox diffusant un vieux morceau de Sinatra. Emma, tenant 2 assiettes en équilibre sur son bras, se déplaçait de table en table, son tablier taché de sirop et de café. La journée avait été chargée, et ses pieds protestaient déjà. Mais alors même qu'elle naviguait entre les box et essuyait les éclaboussures, son regard ne cessait de dériver vers la table 7. Le garçon était de nouveau là, comme les 5 jours précédents. Même vêtements, même attitude calme. Il n'avait jamais demandé plus que ce qu'elle apportait. Toujours poli, toujours immobile, toujours à l'affût. Emma déposa un sandwich au fromage grillé et une tasse de chocolat chaud sur sa table sans un mot. Un peu plus de guimauve aujourd'hui, dit-elle doucement en souriant. Le garçon hocha la tête, ses petites mains tendues vers la tasse chaude. Elle le regarda encore un moment. Les cernes sous ses yeux n'avaient pas disparu. Ses mains étaient propres, mais ses chaussures étaient encore couvertes de boue. Quelque chose clochait. Elle le sentait, comme un orage qui se formait au loin. Une légère pression dans l'air avant le tonnerre. « Tu es sûr que tu ne veux pas que j'appelle quelqu'un » demanda-t-elle doucement. « Il doit y avoir quelqu'un qui te cherche. » Le garçon baissa les yeux. « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Emma Sapira, look her Sarah. « Bon, mon pote, sache que tu es en sécurité ici, d'accord ?» Elle se retourna pour retourner derrière le comptoir lorsque la vitrine du restaurant s'illumina d'un reflet. Des formes sombres se déplaçaient sur la vitre, comme quelque chose d'anormal masquant le soleil. Un grondement sourd et profond s'amplifia à l'extérieur. Des moteurs, de gros moteurs. Le brouhaha de conversations s'interrompit. Les fourchettes s'immobilisèrent. Les clients se tournèrent vers la fenêtre. Dehors, 5 SUV noirs entrèrent sur le parking, leurs vitres teintées luisant sous la lumière déclinante. Ils arrivèrent en formation, parfait, intimidant, calculé. Ils n'avaient rien à faire dans cette ville endormie, ni devant le petit restaurant d'Emma. C'était le genre de choses qu'on voit dans les films juste avant qu'un malheur n'arrive. Les moteurs s'éteignirent. Emma sentit son cœur lui monter à la gorge. Les portes s'ouvrirent toutes d'un coup, avec un clic synchronisé. Des hommes en costumes élégants en sortirent, 6 par véhicule. Les épaules larges, yeux froids. Écouteurs falaires. Leurs mains restaient à leur côté, mais leur présence était tranchante, comme des armes prêtes à être dégainées. Toutes les têtes étaient tournées. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Le premier réflexe d'Emma fut de s'interposer entre le garçon et la porte. Mais les hommes n'entrèrent pas immédiatement. Ils formèrent un large arc de cercle, formant un chemin protecteur depuis le SUV le plus éloigné, comme s'ils attendaient quelqu'un. Puis une 6e portière s'ouvrit et un homme en sortit. Plus âgé. Digny. Vêtu d'un costume anthracite sur mesure avec une cravate bleu marine, son visage était marqué par l'âge, mais sa posture était droite et fière. Il était habillé avec soin et portait une paire de gants sous un bras. Il observa le parking d'un œil perçant, puis s'approcha du restaurant d'un pas calme et déterminé. La sonnette au-dessus de la porte tinta légèrement lorsqu'il entra. Emma se plaça instinctivement devant la table 7, la tension montant dans sa poitrine. L'homme s'arrêta, puis il vit le garçon. Maître Alexander. Sa voix se brisa. Juste un peu. Juste assez. Emma regarda le garçon. Il s'était levé. Lentement. Avec prudence. La reconnaissance se lut sur son visage. « Monsieur Harrington » murmura-t-il. L'homme, Monsieur Harrington, traversa la pièce d'un pas rapide et posé, puis s'agenouilla devant le garçon, les yeux brillants. « Dieu merci » souffla-t-il. « Louez les étoiles que vous soyez en vie. » Alexander resta immobile un instant. Puis il s'élança, enroulant ses bras autour du cou de l'homme, enfouissant son visage dans son épaule. Des halètements résonnèrent dans tout le restaurant. Emma resta figée.
Monsieur Harrington se recula doucement pour examiner le visage du garçon. Nous cherchions toutes les heures. Je craignais le pire. Tes parents? Sa voix tremblait, son sang-froid se brisait. Ils seraient si fiers de toi. Tu as survécu, mon garçon. Tu as fait exactement ce que ton père t'a demandé. La lèvre inférieure d'Alexandre tremblait. Il a dit que tu me trouverais. Monsieur Harrington a hoché la tête. J'ai juré que je le ferais. Je ne m'arrêtais pas. Un des hommes en costume s'avança et murmura quelque chose à l'oreille du majordome. Harrington hocha brièvement la tête, puis se tourna vers Emma. Son regard s'adoucit. C'est toi qui t'occupes de lui? Emma cligna des yeux, partagée entre l'admiration et l'incrédulité. Je viens de le nourrir. Je l'ignorais. Il s'avança et lui prit la main, inclinant profondément la tête. Mademoiselle, dit-il avec révérence, vous avez peut-être sauvé le dernier héritier de la famille Sterling. Votre gentillesse ne sera jamais oubliée. Emma resta bouche bée. La famille Sterling? Elle avait déjà entendu ce nom, dans les journaux, à la télévision, lié à des empires technologiques et à des fondations milliardaires. Et depuis 5 jours, elle nourrissait leur héritier disparu de pancakes au beurre de cacahuètes et de croque-monsieur. Le garçon, Alexander, leva les yeux vers elle, les yeux emplis de gratitude. « Je leur ai parlé de toi, » dit-il doucement, « tu étais le seul à m'avoir aidé. » Les hommes s'avancèrent avec une urgence silencieuse, créant un périmètre de sécurité autour du restaurant. Monsieur Harrington parla dans un appareil accroché à sa veste. Emma entendit des termes comme « extraction sécurisée », « confirmation du sujet » et « passer à la voix alpha ». C'en était trop. Alexandre s'avança et entoura la taille d'Emma de ses petits bras. « Merci » murmura-t-il. Elle hésita une seconde avant de s'agenouiller et de le serrer fort dans ses bras. « Sois prudent, d'accord » murmura-t-elle. « Tu n'es plus seul. »« Je sais » murmura-t-il. Et puis, comme ça, il fut libéré à travers le cercle d'hommes, disparaissant à l'arrière du SUV, Monsieur Harrington à ses côtés. Emma se tenait à la fenêtre, regardant le convoi s'éloigner tandis que le crépuscule engloutissait le ciel. Seule la lueur de la table numéro 7 subsistait, vide mais chaleureuse. 2 jours s'étaient écoulés depuis que les SUV noirs avaient disparu au bord de la route, emportant avec eux le mystérieux garçon dont Emma s'était occupée, Alexander Sterling. Le restaurant avait depuis retrouvé son rythme habituel, le tintement de la sonnette au-dessus de la porte, le grincement des tasses en céramique sur les comptoirs usés, le brouhaha constant des habitués qui échangeaient des potins autour d'eux et de galettes de pommes de terre. Mais pour Emma, quelque chose avait changé. La banquette d'angle, la table 7, restait vide, intacte. Elle refusait d'y asseoir qui que ce soit. Elle ne pouvait pas encore. Elle se surprit à jeter un coup d'œil à l'horloge tous les après-midi à la même heure, s'attendant presque à voir le petit garçon aux chaussures tachées de boue et aux yeux écarquillés et attentifs franchir à nouveau la porte. Ses mains hésitaient encore un peu en essuyant la table. Son regard s'attardait un peu plus sur le parking. Ce n'était pas seulement l'inquiétude qui pesait sur sa poitrine. C'était le désir. C'était la douleur de ne pas savoir où il était allé, s'il était en sécurité, s'il était au chaud, nourri et n'avait plus peur. Et puis, par un jeudi après-midi nuageux, tout a basculé. La sonnette au-dessus de la porte a sonné, et un homme grand, vêtu d'un élégant costume noir, est entré. Il semblait légèrement décalé dans le charme chaleureux du Maple dîner, avec son sol à carreaux et ses photos défraîchies. Sa posture était rigide, sa présence imposante, mais son regard était bienveillant. « Emma Dorsey » demanda-t-il en scrutant la pièce. Elle cligna des yeux derrière le comptoir. « Ah oui. » Il s'avança et tendit une épaisse enveloppe ivoire, scellée d'un blason argenté, un S audacieux entouré d'une couronne de laurier. « Mon employeur m'a demandé de vous remettre ceci. » Emma, quant à elle, y alla doucement. L'enveloppe était lourde, le papier lourd et coûteux entre ses doigts. Avant qu'elle puisse demander quoi que ce soit de plus, l'homme hocha respectueusement la tête et sortit aussi silencieusement qu'il était venu. Elle fixa l'enveloppe un long moment avant de finalement glisser son doigt sous le seau. À l'intérieur se trouvait une lettre, écrite à la main avec l'écriture soignée et élégante de quelqu'un élevé dans l'étiquette et la détermination. « Chère mademoiselle Emma, vous ne connaissiez pas mon nom. Tu ne savais pas qui j'étais. Mais tu m'as nourri. Tu m'as protégé. Tu m'as vu. Tu m'as donné plus que de la nourriture. Tu m'as donné la sécurité. Chala, espoir. Je ne sais pas comment leur rendre l'appareil,
mais ma famille dit que nous pouvons commencer ici. Veuillez accepter ce cadeau, non pas comme un paiement, mais comme un remerciement de ma part. De la part de mes parents, qui ne sont pas là pour vous remercier eux-mêmes. Je ne vous oublierai jamais. De tout mon cœur, Alexander Sterling. PS. Je leur ai dit que tes crêpes étaient les meilleures que j'ai jamais mangées. Les larmes montèrent aux yeux d'Emma avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle serra la lettre contre sa poitrine et retourna la deuxième feuille glissée dans l'enveloppe. C'était un acte de propriété. Son nom était inscrit en haut, suivi d'une adresse au cœur de Manhattan. Emma cligna des yeux. Non, c'était impossible. Il y avait un petit trombone photo accroché à l'acte. Un restaurant au mur de verre étincelant, situé dans un coin animé, avec de hautes fenêtres et une élégante enseigne en bois gravé d'or. La table d'Emma. Son souffle s'arrêta. Tout était là, entièrement financé, rénové, agréé, doté en personnel. Une équipe de direction de haut niveau était déjà en place. Il ne lui restait plus qu'à accepter. Elle s'assit brutalement dans la cabine la plus proche, le cœur battant. C'était trop. Trop extravagant. Trop surréaliste. Elle n'était qu'une serveuse. Elle n'avait même pas de business plan, et encore moins le pédigré nécessaire pour gérer un restaurant à New York. Mais tandis qu'elle tenait l'acte, le souvenir d'un petit garçon blotti dans une cabine avec une tasse de chocolat lui revint à l'esprit. Elle n'avait rien demandé. Et pourtant, on l'avait vu. Vraiment vu. Plus tard dans la soirée, juste avant la fermeture, une deuxième livraison est arrivée. Une petite boîte blanche et élégante, nouée d'un ruban bleu marine. À l'intérieur, il y avait une clé en or et un mot de la même écriture. Tu m'as toujours ouvert ta porte. Cette fois, laisse-moi t'en ouvrir une. La nouvelle s'est vite répandue en ville. Au début, personne n'y a cru. Puis les photos sont arrivées. Emma, debout devant le nouveau restaurant, vêtue d'un blazer élégant, les cheveux tirés en arrière, souriait nerveusement au photographe. Le maire était présent à l'inauguration, ainsi que les critiques gastronomiques. Des blogueurs. Un célèbre chef cuisinier à la télévision l'a même qualifié de nouveau lieu le plus excitant de la côte est. Mais Emma ne s'est jamais laissé monter la tête. Elle a insisté pour servir les gens elle-même, même le soir de l'ouverture. Elle a apporté des crêpes à un petit garçon assis dans le coin du restaurant et lui a murmuré « Plus de guimauve aujourd'hui ». Ce box, elle l'avait appelé table 7. Réservé pour toujours. La première invitation arriva 2 semaines après l'ouverture de la table d'Emma. Elle ne lui parvint ni par coursier ni par la poste, mais dans une élégante voiture de ville noire qui s'arrêta discrètement devant le restaurant juste après la fermeture. Emma était assise au box du coin, sirotant un café bien mérité en regardant les lumières de la ville scintiller à travers les larges fenêtres, lorsqu'un de ses serveurs s'approcha, les yeux écarquillés. « Il y a un homme dehors », murmura la jeune fille, comme pour annoncer un fantôme. « Il dit qu'il est là pour vous escorter. » Emma se leva lentement, le cœur battant la chamade. Elle sortit et le chauffeur en costume s'inclina poliment. « Mademoiselle Dorsey », dit-il en ouvrant la portière arrière. « Maître Alexander serait honoré que vous vous joigniez à lui pour le thé de l'après-midi au Sterling Estate. » Emma cligna des yeux. « Du thé. La conductrice n'a pas bronché. Avec du citron, si vous préférez. » Elle a souri malgré elle. Le trajet jusqu'au domaine Sterling était comme une immersion dans un autre monde. Des imposantes portes à la vaste allée bordée de haies taillées comme des œuvres d'art, tout respirait la grâce et la puissance tranquille d'antan. Le manoir lui-même était colossal. Pierre, lierre et histoire gravées dans chaque recoin. Le genre d'endroit dont on lit les histoires dans les romans, pas celui qu'une serveuse de restaurant du nord de l'État aurait imaginé mettre les pieds. La voiture s'arrêta doucement devant une fontaine ornée en forme d'aile déployée. Les portes avant s'ouvrirent avant même qu'elle ne les atteigne. Mademoiselle Dorsey, Monsieur Harrington, impeccable dans son costume et ses gants toujours repassés, l'accueillit d'un profond signe de tête respectueux. « Ravi de vous avoir au domaine. »« Je n'ai rien apporté de spécial, » marmonna Emma, soudain consciente de la poussière de fleurs encore collée à son jean. « Parfait, » dit-il simplement en lui faisant signe d'entrer. L'intérieur du manoir était une cathédrale de bois poli, de sol en marbre et d'une douce lumière qui tombait comme du miel à travers les vitraux. Pourtant, malgré cette élégance, Emma remarqua autre chose. De petits signes d'enfance parsemés sur un avion en papier posé dans l'escalier, un gant de baseball oublié sur une table d'appoint, une traînée de miettes de biscuits partant dans une direction étrangement espiègle.
Avant qu'elle puisse s'émerveiller davantage, une voix l'appela du couloir supérieur. Emma, elle se retourna et il était là. Alexandre descendit le grand escalier sans la moindre formalité attendue d'un héritier de prestige. Il portait un jean et un sweat à capuche 2 tailles trop grands, les cheveux un peu plus longs qu'avant. Un livre serré dans ses mains. « Tu es arrivé ?» dit-il, rayonnant en la rejoignant. Il s'arrêta juste avant de la serrer dans ses bras, jetant un coup d'œil à M. Harrington, puis à son tour. Emma sourit et s'accroupit légèrement, ouvrant les bras. « Bien sûr que oui, ma fille. » Il la serra dans ses bras. Dans cette étreinte, tout s'effondra. Le manoir, le nom, l'héritage. Il n'était plus qu'un petit garçon, son petit garçon. Ils prirent le thé dans le solarium, une pièce vitrée baignée de soleil, ornée de fougères et d'orchidées suspendues. La table était dressée avec de délicates tasses en porcelaine et de petits gâteaux qu'Emma avait peur de toucher. Elle attrapa une tarte au citron et faillit la laisser tomber quand Alexandre se pencha et murmura. « C'est horrible. Monsieur Harrington me les fait manger pour avoir l'air convenable. » Elle rit, manquant de recracher son thé. « Alors pourquoi m'invites-tu sans cesse ici pour ça? » « Parce que j'aime voir quelqu'un qui rit de toutes ses fantaisies. » Le garçon se laissa aller dans son fauteuil et soupira de bonheur. « Ton restaurant me manque, dit-il doucement, le ventilateur grinçant. La tarte au beurre croustillant. Et toi? » J'avais l'impression de pouvoir respirer là-bas. Emma ne savait pas quoi répondre, alors elle se pencha et lui ébouriffa doucement les cheveux. « Tu me manques aussi, mon cœur. » Cette première visite est devenue une tradition. Parfois 1 fois par semaine. Parfois plus. À chaque fois, la même voiture apparaissait devant le restaurant. Et chaque fois, Emma roulait en silence, le cœur lourd et étrange, vers un lieu où des lustres éclairaient des salles de marbre. Et un petit garçon l'attendait pour lui montrer son dernier dessin ou lui lire un chapitre d'une histoire qu'il était en train d'écrire. Ils flânèrent ensemble dans les jardins, où Alexandre lui montra un arbre qu'il prétendait millénaire. Ils s'assirent près du bassin à carpe koi, où il avait donné à chaque poisson le nom d'une garniture de crêpes différente. Celui-ci est au sirop. Celui-là est à la myrtille. Celui-là, gros, c'est du beurre. Monsieur Harrington apparaissait de temps à autre pour leur rappeler gentiment les convenances, sans jamais perturber leur temps. Et au fil des semaines, Emma devint bien plus qu'une invitée. Elle devint membre de la famille. Le personnel souriait à son arrivée, lui préparant souvent ses biscuits préférés ou lui apportant son café comme elle l'aimait. Les gardes hochaient la tête avec familiarité. Même les animaux de compagnie, 2 énormes dogs allemands nommés Duc et Clové, apprirent à la suivre partout en remuant la queue. Un soir, alors que le ciel prenait des teintes violettes et dorées, Alexandre marchait avec elle sur un sentier de pierre du jardin ouest. « Je ne sais pas pourquoi le monde t'a choisi, » dit-il soudain, « mais je suis content qu'il l'ait fait. » Emma le regarda, les sourcils froncés. « Me choisir pourquoi? Pour me retrouver? Quand je serai parti. » Sa voix était faible, comme ce jour pluvieux au restaurant. Emma s'arrêta et s'accroupit à côté de lui. « Personne ne m'a choisi, Alex. J'étais juste là. Et j'ai vu un garçon qui avait besoin d'un repas et d'un endroit sûr où s'asseoir. N'importe qui avec un cœur aurait fait pareil. Mais ils ne l'ont pas fait, dit-il doucement. Et ils savaient tous deux qu'il avait raison. Ce soir-là, avant son départ, M. Harrington l'accompagna jusqu'à la voiture. « Mademoiselle Dorsey, » dit-il en s'arrêtant juste avant qu'elle n'entre. « Je sais que le monde dans lequel nous vivons peut être distant, doré, froid. » Emma se tourna vers lui, curieuse. « Je sers la famille Sterling depuis 40 ans. J'ai vu le pouvoir ériger des murs autour des cœurs. Mais votre présence ici, votre chaleur, ont commencé à faire fondre ces murs. » Il la regarda avec une conviction silencieuse. « Vous l'avez peut-être sauvé autrefois, mademoiselle Dorsey, mais je crois que vous le sauvez encore aujourd'hui. » Emma ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Alors que la voiture s'éloignait du manoir, elle regarda par la lunette arrière et vit Alexandre debout en haut des escaliers, lui faisant signe de la main. Dans son autre main, il tenait un objet petit et simple, une serviette en papier du Maple dîner. Le vent, à l'extérieur du domaine Sterling, commençait à tourner. Il apportait avec lui les premiers signes de l'automne, vif, froid, calme. Les feuilles bruissaient sur le domaine en spirale lente et agitée, comme si elles aussi pressentaient que quelque chose d'enfoui allait surgir. Dans l'aile ouest du manoir, Alexander était assis à une longue table en acajou dans le bureau privé de la famille, entouré de registres,
de documents et de portraits d'ancêtres dont il se souvenait à peine. M. Harrington se tenait à proximité, les bras croisés dans le dos, veillant sur lui tel le gardien silencieux qu'il avait toujours été. En face d'eux était assise l'inspectrice Mara Queen, une quadragénaire au regard perçant dont la présence portait le poids de dure vérité. Elle enquêtait discrètement sur les assassinats de Sterling depuis des mois, loin des flashs médiatiques et des déclarations tonitruantes des consultants en sécurité. Elle avait désormais plus que de simples soupçons. Elle avait une confession à lui faire, et elle allait bouleverser ce qui restait de l'enfance d'Alexander. Les lumières du bureau étaient tamisées, projetant des ombres sur les lourds panneaux de bois. L'inspecteur Queen déposa un dossier sur la table, devant Alexander. Il était épais, débordant de photos de surveillance, de transcriptions et de documents juridiques. En haut, un nom était imprimé en gras à l'encre noire. Edgar Sterling. Alexander le Fixate. Son grand-oncle. Le frère de son père. Un homme qu'il avait autrefois tenu sur ses genoux pendant les repas de Noël. Qui lui avait rapporté des trains en bois d'Italie. Qui avait ri avec son père d'une voix de baryton grave résonnait dans les couloirs du domaine. Emma, assise tranquillement sur une chaise à proximité, vit la petite main du garçon se serrer en poing. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix ferme, trop ferme. L'expression de l'inspectrice Queen s'adoucit, mais sa voix resta claire. Preuve. Elle ouvrit le dossier. Ça commença par des murmures. Le ressentiment croissant d'Edgar d'être mis à l'écart des affaires de l'entreprise. Sa frustration de voir Jonathan devenir le visage public de Sterling Industries, tandis qu'Edgar était réduit à des chiffres et des contrats. Il avait été riche, certes, respect, certes, mais pas admiré, pas aimé comme Jonathan l'était. La jalousie s'est envenimée. Et puis est venu le plan, un réseau de mercenaires engagés. Propre et professionnel. Une embuscade impeccable conçue pour éliminer Jonathan, Elena et leur héritier d'un seul coup. Aucun survivant. Aucune revendication. Edgar avait prévu d'intervenir par la suite, seul patriarche Sterling restant, assumant un leadership temporaire pour assurer la stabilité, tout en veillant discrètement à ce que personne ne remette trop en question la tragédie. Mais Alexander avait survécu, et cette seule erreur de calcul avait tout bouleversé. Quelqu'un a parlé, a dit Queen. L'un des hommes qu'il a engagé a été arrêté le mois dernier alors qu'il tentait de fuir le pays. Il nous a donné des noms, des adresses et des relevés de paiement. Elle tourna une autre page. Il y avait des courriels, des comptes cachés. Un virement vers une holding offshore remontait à une société qu'Edgar avait créée sous un faux nom. La mâchoire de M. Harrington se crispa. Son visage, d'ordinaire indéchiffrable, était désormais un masque de fureur soigneusement contenu. Et maintenant, Alexandre demanda, à peine plus aucun murmure. « Il est en détention », répondit Queen. « Il sera inculpé au niveau fédéral d'ici la semaine prochaine. Le conseil d'administration de Sterling Industries est actuellement informé, et l'entreprise fera une déclaration publique dès le début de la procédure judiciaire. Mais Alexandre, son ton changea, plus doux, plus humain. Avant d'être enlevé, il fit une déclaration. Nous ne l'avons pas rendue publique, mais j'ai pensé que vous devriez la connaître. Elle fouilla dans le dossier et en sortit une page dactylographiée. J'ai fait ce que j'avais à faire. Jonathan était un imbécile. Il a tout donné, argent, pouvoir, influence. Aux pauvres, aux œuvres caritatives. Il était doux. Ce garçon aurait ruiné l'héritage familial. J'ai protégé ce qui nous appartenait. Alexander n'y branqua pas. Mais Emma le vit, le moindre tic dans son œil. Le son silencieux et cassant d'un garçon qui venait de comprendre que les monstres n'étaient pas toujours des étrangers. Parfois, ils s'asseyaient à table avec toi. Parfois, ils ressemblaient à des membres de la famille. Plus tard dans la soirée, Emma trouva Alexandre seul dans la salle de musique, où le piano à queue était intact sous un vitrail. Il s'assit sur le banc, fixant les touches sans jouer. Elle s'assit à côté de lui, silencieuse au début. « Tu veux casser quelque chose » demanda-t-elle doucement. Il rit à peine. « Ça aiderait ?»« Non » dit-elle en se penchant en arrière. Mais ça faisait vraiment du bien pendant 5 secondes. Ils restèrent assis dans le silence qui suivit. Pas de musique. Juste le tic-tac de la vieille horloge murale et le murmure du vent dehors. « Je ne comprends pas comment on peut te détester parce que tu es heureux » dit Alexandre d'une voix rauque. « Mon père voulait juste aider les gens. Il m'a dit un jour que si on a la chance d'avoir plus que nécessaire, on construit une table plus longue, pas une clôture plus haute. »
Emma Stewart Dousement. Il avait l'air d'un homme bien. Il l'était. Et mon oncle, il a arrêté de serrer les poings. Il les a enlevés. À cause de l'argent. Emma tendit la main et la posa doucement sur la sienne. Votre oncle ne définit pas votre famille. C'est vous qui le faites. Alexandre tourna son regard vers elle, empli d'une profondeur inouïe pour un garçon de son âge. Tu fais partie de ma famille maintenant? Toi aussi, murmura-t-il. Emma cligna des yeux, une chaleur lui envahissant la poitrine. Tu es coincé avec moi, gamin. Il baissa les yeux vers le piano, puis appuya lentement sur une touche. Une note grave résonna dans la pièce. Puis une autre. Bientôt, il jouait quelque chose de doux, de douloureux et de beau. Pas une chanson qu'elle reconnaissait, mais une qu'elle n'oublierait jamais. Le son d'un garçon revendiquant son histoire. Le lendemain matin, les gros titres faisaient la une des journaux sur toutes les grandes chaînes. Scandale familial Sterling. Oncle arrêté pour complot d'assassinat. Le monde entier était en colère. Les marchés boursiers tremblaient. Les commentateurs spéculaient. Mais dans le domaine Sterling, derrière ces murs de pierre froids et ces salles anciennes, un garçon nommé Alexander dormait enfin profondément pour la première fois depuis des mois. Non pas parce que justice avait été rendue, mais parce qu'il connaissait désormais la vérité. Les années s'écoulaient en saisons, une à une, comme les pages d'un livre aimé qui tourne lentement au vent. Les automnes laissaient place à l'hiver. Les printemps laissaient place à des étés dorés. Les arbres qui bordaient le domaine Sterling fleurissaient, brûlaient, puis refleurissaient. Et malgré tout cela, deux vies, tissées par le hasard et la gentillesse, continuaient de grandir. Alexander Sterling n'était plus le petit garçon effrayé assis en silence à la table numéro 7. Il se tenait désormais plus grand, plus sûr de lui. Un jeune homme avec le regard de quelqu'un qui avait vu le monde dans ce qu'il avait de plus fragile et choisi de ne pas s'en laisser endurcir. Le monde connaissait à nouveau son nom. Non pas comme l'héritier disparu dans la tragédie, mais comme le garçon revenu à la vie et choisissant la grâce plutôt que la vengeance. Ses discours ont inspiré. Sa fondation pour la sécurité des enfants a pris de l'ampleur à l'échelle nationale. Ses innovations en matière de réforme de l'éducation ont attiré l'attention des présidents et des rois. Et pourtant, toutes les 2 ou 3 semaines, une élégante voiture noire s'arrêtait immanquablement devant un restaurant à la façade en briques, à l'angle de Lexington et de la 79e rue. La porte s'ouvrait brusquement et le personnel arborait un sourire entendu. « De retour pour les crêpes, Monsieur Sterling ?» demandait l'hôtesse en cachant son sourire. « De retour pour Emma ?» disait-il toujours. La table d'Emma était devenue une sorte de légende en ville. Non pas parce qu'il était le plus cher, non pas parce qu'il avait le plus d'étoiles, il n'en avait jamais demandé, mais parce que la nourriture avait un goût réconfortant et que les murs murmuraient des histoires de grâce, on disait qu'on ressentait quelque chose de différent en entrant, comme si le monde ralentissait un peu, comme s'il se rappelait comment être gentil. Par un après-midi frais de printemps, Emma se tenait derrière le comptoir, les manches retroussées, retournant une poêle avec une aisance acquise. Ses cheveux étaient maintenant striés d'argent, mais son rire résonnait toujours comme dans ce restaurant endormi, des années auparavant. Elle l'aperçut alors qu'il entrait, grand maintenant, avec une veste propre et un sourire discret. « Table 7 » demanda-t-elle. Il haussa un sourcil. « Dois-je encore poser la question ?» Elle rit. « Bien sûr que non, mais j'aime bien t'entendre le dire. » Il se glissa dans la cabine du coin. La même, toujours la même. Le bois avait été retapissé, l'éclairage au-dessus s'était adouci, et une petite plaque de bronze brillait, au bord de la table. Table 7, là où tout a basculé. Quelques instants plus tard, elle a placé une assiette devant lui. Des crêpes moelleuses, croustillantes à souhait, une généreuse noisette de beurre fondant lentement, et du sirop déjà présent sur les bords. Il se mit à manger sans cérémonie. « C'est toujours le meilleur, » marmonna-t-il, la bouche pleine. « Prudence prevent Emma. Si tu dis ça trop fort, les critiques recommenceront à camper devant. » Alexander sourit, puis regarda autour de lui. « Tu as déjà pensé à en ouvrir un deuxième ?» Emma secoua la tête. « Un seul suffit. Je n'ai pas besoin de plus de bruit. J'aime connaître les visages qui hantent. » Il hocha la tête, pensif. « Je crois que c'est pour ça que je reviens toujours, » dit-il. « C'est le seul endroit où je ne suis pas l'héritier. Je suis juste le garçon qui mange trop de sirop. Emma Stewart Dousement. Tu seras toujours ce garçon pour moi. » Ils restèrent assis un moment dans un silence complice. Puis, sans prévenir,
Alexandre fouilla dans la poche de son manteau et glissa une petite boîte en velours. Sur la table. Emma cligna des yeux. Qu'est-ce que c'est? Il lui fit signe d'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en or, élégant et discret. Au-dessus pendait une petite breloque en forme de clé, réplique de celle qu'elle avait reçue des années plus tôt, lorsqu'il lui avait offert le restaurant. À côté, un deuxième charme, une petite enseigne de restaurant gravée sur laquelle était écrit « Chez soi, c'est là où on vous nourrit ». Emma le fixa, le cœur gros. « Tu sais que je n'ai pas besoin de bijoux, Alex. » « Je sais, dit-il doucement, mais je voulais que tu aies quelque chose à porter. Tu m'as donné la sécurité quand je n'en avais pas. Un endroit où se reposer quand le monde n'avait plus de sens. Ce genre de choses, on ne l'oublie pas. » Elle le considérait alors, non pas comme un milliardaire, ni comme un prodige, ni comme un symbole de survie, mais comme le garçon qu'elle avait un jour enveloppé dans une serviette et nourri de cacao par une nuit pluvieuse. « Tu as bien fait, mon garçon, dit-elle en essuyant une larme. Il hocha la tête. C'est seulement parce que tu étais là au moment opportun. Cet été-là, justice fut enfin rendue. Edgar Sterling, reconnu coupable de complot de meurtre, de fraude et de trahison contre le non-Sterling, fut condamné à la prison à vie. Sa fortune, détenue sur des comptes fictifs et des fiducies falsifiées, fut saisie et reversée par Alexander lui-même à la Fondation Sterling pour les enfants orphelins et déplacés. Emma fut nommée administratrice honoraire. « Je ne sais pas gérer une fondation, » dit-elle, stupéfaite. « Tu ne savais pas non plus gérer un restaurant en ville, » répondit Alexander en souriant. Et pourtant, nous y voilà. Dans les années qui suivirent, Emma vint au domaine Sterling non pas comme invitée, mais comme membre de la famille. Vacances, anniversaires, dîners ordinaires du mardi. Parfois, ils cuisinaient ensemble dans l'immense cuisine, riant des biscuits brûlés et discutant du meilleur ratio de crêpes. D'autres fois, ils restaient assis dans le jardin, tranquilles et satisfaits, à regarder les carpes koi nager sous la surface. Et Alexandre évoquait toujours ce jour-là. Le jour où elle vit un petit garçon effrayé, elle lui offrit une assiette chaude et un siège près de la fenêtre. « On dit que j'ai survécu à cette nuit-là » lui avait-il dit un jour. « Mais ils ont tort. J'ai commencé à survivre dès que tu m'as vu. » Emma a regardé les fleurs danser au vent. « Et j'ai commencé à vivre dès que tu as franchi cette porte. » Un matin, une nouvelle enseigne apparut devant le restaurant, sculptée dans l'acajou et polie jusqu'à ce qu'elle brille d'un rouge éclatant. Bienvenue à la table d'Emma, où chaque siège raconte une histoire. Et à l'intérieur, la table s'est restée intacte, sauf en sa présence. Il n'appartenait à personne d'autre. Il ne le serait jamais, car certains liens ne se nouent pas par le sang, la fortune ou l'héritage. Certains liens se tisent dans le silence, la chaleur, le partage d'un chocolat chaud et les nuits pluvieuses. Certains liens, une fois formés, durent. Pour toujours. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Aimez ma chaîne YouTube et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes.